Le scalpel a glissé sur ma gorge comme une caresse traîtresse, et j'ai senti le sang chaud couler, un torrent de regret et de rage qui m'a emporté vers les ténèbres. Mais au lieu du néant éternel, j'ai ouvert les yeux sur le visage angélique de ma sœur Sophie, 9 ans, qui me tendait un verre de jus d'orange avec un sourire innocent, et j'ai su, je étais revenu. 30 ans de calvaire effacés en un battement de cils, mon corps d'enfant de 8 ans tremblant dans la cuisine de notre maison à Lyon, l'air embaumé par le pain frais de maman, et pourtant, je connaissais déjà la fin ou plutôt, le début de l'enfer. C'était l'été 1995, les rues de la vieille ville bruissaient de rires d'enfants et de klaxons lointains, mais pour moi, Claire Moreau, cette renaissance n'était pas un miracle divin, c'était une arme forgée dans les flammes de la trahison. J'avais été assassiné, pas par un amant jaloux ou un rival politique comme dans les romans à l'eau de rose que maman dévorait, mais par ma propre famille, ce qui aurait dû être mon rempart contre le monde. Sophie, ma petite sœur chérie, avait versé du verre pilé dans mes repas pendant des années, un poison lent et sadique qui avait rongé mes entrailles jusqu'à ce que les chirurgiens, dans leurs blouses tachées, comptent 47 éclats incrustés dans mes organes lors de l'autopsie. Et mes parents? Ils avaient murmuré accident à chaque crise, à chaque hospitalisation, protégeant l'innocente Sophie, la perle de la famille, tandis que j'étais relégué au rôle de la maladroite, de la poire pour soif. Je me souviens de la dernière nuit, dans cette chambre d'hôpital puante à Paris, où j'avais supplié papa de me croire. C'est elle, papa, c'est Sophie qui. Mais il avait secoué la tête, les yeux humides, et maman avait serré la main de ma sœur contre la sienne, comme si j'étais la folle, la menteuse. Arrête, Claire, tu vas la blesser. Ce sont des accidents, ma chérie. Tu es si distraite. Et puis, le poison avait fait son œuvre finale, une hémorragie interne, un râle étouffé, et le monde s'était éteint. Mais maintenant, ici, dans cette cuisine baignée de soleil provençal au nom, lyonnais, avec ses toits en tuiles rouges visibles par la fenêtre, j'avais une chance. Une seule. Pas pour pardonner, non. Pour venger. Je pris le verre que Sophie me tendait, mes petites mains d'enfant serrant le cristal comme une lame. Le jus était orange vif, innocent, mais je sentais déjà le picotement fantôme sur ma langue, le goût métallique du sang à venir. Merci, Sophie, murmurai-je, et pour la première fois, ma voix d'enfant portait le poids d'une adulte brisée. Elle cligna des yeux, surprise par mon ton, mais son sourire ne vacilla pas. À 8 ans, elle était déjà une actrice née, avec ses boucles blondes et ses yeux verts hérités de maman, un portrait de la pureté que le monde adulait. Moi, avec mes cheveux bruns raides et mes taches de rousseur, j'étais l'ombre, la grande sœur encombrante qui osait exister. Ce soir-là, au dîner, je feignis l'innocence. Papa, un notaire austère aux moustaches grisonnantes, parlait de son cabinet rue de la République, des testaments qu'il rédigeait pour les bourgeois lyonnais. Maman, ancienne institutrice, disposait les assiettes de quenelle à la sauce aux écrevisses, son plat signature, avec une grâce qui masquait son épuisement. Sophie babillait sur son école, ses amis, et je hochais la tête, riant aux éclats comme avant. Mais intérieurement, je cartographiais leur trahison future, les accidents et qui commenceraient par des verres brisés malencontreusement versés dans mes bols, puis les crises de vomissement que maman attribuerait à mon estomac sensible, et enfin, les nuits à l'hôpital où papa signerait les chèques pour les chirurgiens, tout en consolant Sophie de mes accusations injustes. Je ne pouvais pas les confronter tout de suite. Pas encore. J'avais lu assez de thrillers français, ceux de Simenon ou de Dumouriez adaptés en film noir pour savoir que la vengeance doit être un art lent, une toile tissée avec patience. Mon premier pas serait de documenter. Dans ma chambre, sous le lit, je cachais un petit carnet, acheté avec mes sous de poche lors d'une sortie au marché des Halles de Lyon. Chaque soir, j'y noterais les regards fuyants de Sophie quand elle me servait à boire, les excuses murmurées de maman quand un éclat me blesserait par hasard. À 9 ans, elle n'avait pas encore commencé, mais je voyais les signes, la jalousie dans ses yeux quand papa me complimentait pour mes notes à l'école, la façon dont elle serrait les poings quand maman me bordait la première. Les semaines passèrent en un tourbillon de routine familiale, mais pour moi, c'était une danse macabre. Lyon, avec ses traboules sombres et ses quais de Saône bruissants de secrets, devenait mon allié. J'explorais la ville seule après l'école, prétextant des jeux avec des amis imaginaires, et je m'instruisais. Dans la bibliothèque municipale, je dévorais des livres sur les poisons, sur les autopsies, sur les droits des enfants en France, des traités arides qui, dans mon esprit d'adulte, se muraient en armes. Je notais les adresses d'avocats spécialisés en maltraitance familiale, les numéros de la police pour signalements anonymes. Mais non, ce ne serait pas la loi qui rendrait justice.
La loi avait échoué la première fois, les services sociaux avaient classé mes plaintes comme fantaisie d'enfants jalouses. Ma vengeance serait personnelle, intime, un scalpel pour leur scalpel. Un matin d'octobre, pluvieux et gris comme l'âme lyonnaise, l'occasion se présenta. Sophie, feignant un rhume, resta à la maison, et maman la cajola avec des tisanes. « Tiens, ma puce, bois ça, ça va te guérir. » La tasse fumante, remplie d'une décoction de camomille. Je vis le tremblement dans la main de maman en non, pas encore le poison, mais la prémisse. Plus tard, seul avec Sophie dans le salon, devant la télé diffusant un épisode de Les Simpsons en VF, je la testais. « Tu m'aimes, hein, Sophie ?» demandai-je, feignant la candeur. Elle hocha la tête vigoureusement, mais ses yeux vers s'assombrir d'une ombre que seul un fantôme comme moi pouvait déceler. « Bien sûr, Claire. Tu es ma grande sœur préférée. » Le mensonge coula comme du miel empoisonné. Ce soir-là, je versai une pincée de sel dans son dîner au pas assez pour tuer, juste pour la faire tousser, pour planter la graine du doute. Maman fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu as mis là-dedans, Claire ?» Sophie tousse. Et pour la première fois, je vis le soupçon dans ses yeux. « Rien, maman. » Peut-être qu'elle a avalé de travers ? Sophie me fusilla du regard, et je souris intérieurement. Le jeu avait commencé. Mais la vraie tempête couvait. Papa avait annoncé un dîner familial chez les Dubois, nos voisins, pour fêter son avancement au cabinet. Là-bas, au milieu des rires bourgeois et des vins de Beaujolais, je mettrais en scène mon premier coup. La maison des Dubois était un manoir du 19e, avec des tapisseries fanées et une cave qui sentait le moisi. Les adultes sirotaient leur apéritif, et les enfants en moi, Sophie, et leur fille aînée, Élise fûmes relégués à la table des gosses. Élise, une gamine de 10 ans aux tresses impeccables, nous servit du cidre. Sophie but le premier, mais je fis mine de trébucher, renversant mon verre sur sa robe blanche. « Oh non, pardon, Sophie. C'est un accident, » criai-je, les yeux écarquillés d'innocence feinte. Le liquide froid trempa l'étoffe, et Sophie hurla, des larmes théâtrales coulant sur ses joues. Maman accourut, papa grommela, mais Élise, curieuse, ramassa un éclat de verre du sol, un fragment du vase brisé par ma maladresse calculée. « Regardez, il y a du verre dans le cidre » s'exclama Élise, et le silence tomba comme une guillotine. Papa pâlit, maman serra Sophie contre elle, et pour la première fois, le mot « accident » sonna faux même à leurs oreilles. Sophie me dévisagea, ses yeux verts flamboyants de haine naissante, et je sus, elle me haïssait déjà, comme dans ma vie précédente. Mais cette fois, c'était moi qui tenais les rênes. Les mois suivants furent une escalade subtile. Je devins l'enfant parfaite, notes impeccables à l'école Saint-Exupéry, aide aux tâches ménagères, câlin à papa lors de ses retours tardifs du travail. Sophie, en revanche, commença à montrer des signes, des caprices, des mensonges minuscules, comme cacher mes jouets pour me faire punir. Maman la défendait toujours, elle est petite, Claire, sois patiente. Mais je semais le doute. Un soir, je trouvai une lettre anonyme glissée sous la porte rédigée de ma main d'enfant maladroite, mais signée d'une voisine fictive, « Votre petite est étrange. Elle casse tout exprès. » Papa la lut à voix haute, fronçant les sourcils, et Sophie pleura, jurant son innocence. Le poison du soupçon s'infiltrait. Bientôt, Noël approcha, avec ses lumières clignotantes sur la place Bellecour. Nous allions à la cathédrale Saint-Jean pour la messe de minuit, une tradition familiale. Là, au milieu des chants grégoriens et de l'encens, je priais non pour le pardon, mais pour la force. Sophie, à mes côtés, serrait sa poupée comme un talisman. Après la messe, au café du coin, elle commanda un chocolat chaud et je fis en sorte que le serveur, distrait par mon « merci charmant », ajoute une pincée de poivre dans sa tasse. Elle but, éternua violemment, et accusa, « C'est Claire qui a fait ça. » Mais papa, fatigué par la nuit, haussa les épaules, « Allons, les filles, pas de dispute. » Pourtant, le doute grandissait. En janvier, lors d'une grippe collective, je soignais Sophie avec une soupe maison et du bouillon clair, mais saupoudré d'une herbe amère que j'avais cueillie dans le jardin public, inoffensive mais répugnante. Elle vomit devant maman, qui palpa son front fiévreux. « Qu'est-ce que tu lui as donné, Claire ?» demanda-t-elle, voix tremblante. « Juste de la soupe, maman. Comme tu m'as appris. » Le regard qu'elle me lança était nouveau, pas de la tendresse, mais une fissure. Je progressais, mais la vengeance pure exigeait plus. J'avais besoin d'un allié. À l'école, je m'approchai d'un garçon,
Lucas, fils d'un policier municipal. 10 ans, cheveux en bataille, il adorait les histoires de détectives. Je lui confie mes secrets, ma sœur est méchante, Lucas. Elle veut me faire du mal. Il rit d'abord, mais quand je lui montrai mon carnet des croquis d'éclats de verre, des dates des accidents futurs que je prévoyais, ses yeux s'écarquillèrent. On va l'espionner, proposa-t-il. Et ainsi naquit notre pacte, dans les recoins sombres des traboules lyonnaises, où les murs de pierre gardaient les murmures des siècles. Printemps 1996. Les cerisiers du parc de la Tête d'Or fleurissaient en un rosaire blanc, mais pour moi, c'était le tapis rouge de mon théâtre de la cruauté. Sophie avait 10 ans maintenant, et les premiers vrais accidents commençaient. Un matin, elle laissa tomber un vase dans mon bain, et un éclat m'éraflucha la cuisse. Du sang perla, rose sur l'eau savonneuse, et je hurlai au pas de douleur, mais de triomphe intérieur. Maman accourut, enveloppa la plaie, mais cette fois, sa voix chevrota. Comment c'est arrivé, Sophie? Ma sœur baissa les yeux, marmonnant j'ai glissé, et papa, du salon, soupira, toujours ses maladresses. Je documentai tout, la date, l'heure, la position des éclats. Lucas, mon acolyte improbable, apporta un appareil photo jetable volé à son père. Nous prîmes des clichés flous de Sophie dans le jardin, pilant des cailloux avec un marteau au pas du verre encore, mais l'intention y était. C'est une preuve, me dit-il, excité. Mais je savais que les preuves ne suffiraient pas, il fallait du spectacle. Mon plan mûrissait, et exposait Sophie non pas comme une enfant turbulente, mais comme une sociopathe en herbe, brisant l'illusion familiale. L'occasion vint avec l'anniversaire de maman, un lunch au restaurant Le Sud, sur les berges du Rhône, où les nappes blanches flottaient comme des linceuls. Toute la famille élargie était là, tonton Bernard, le flic à la retraite, et sa femme, qui collectionnait les ragots comme des timbres. Sophie, en robe rose, jouait la petite fille modèle, mais je glissai dans son assiette une aiguille pliée, dissimulée dans une olive. Quand elle piqua dedans, son cri perçant couvrit le tintement des verres. Du sang coula de son doigt, et le chaos s'ensuivit. C'est clair. Elle m'a fait mal, hurla-t-elle, mais tonton Bernard, avec son œil de limier, examina l'aiguille, ça n'a pas l'air d'un accident. Qui a touché aux olives? Maman pâlit, papa toussa dans son vin, et pour la première fois, Sophie fut isolée, interrogée à voix basse. Je feignis les larmes, je ne sais pas, tonton. J'aime Sophie, je ne lui ferai pas de mal. Le mensonge glissa comme de la soie, et la graine du doute devint un arbre. Ce soir-là, à la maison, papa convoqua un conseil familial. Assis autour de la table en chêne, sous le lustre qui jetait des ombres accusatrices, il nous regarda tour à tour. Il faut que ça s'arrête, les filles. Ces incidents. Ils nous déchirent. Sophie pleura, se jetant dans les bras de maman, mais je vis le calcul dans ses yeux, elle préparait sa riposte. La mienne fut plus sournoise. J'infiltrai son monde. À l'école, je devins son ombre, je l'aidais avec ses devoirs, je partageais mes bonbons, je la défendais contre les moqueries des garçons. Claire est gentille, disaient les maîtresses, et Sophie grinçait des dents en silence. Mais la nuit, seule dans mon lit, je complotais. J'avais lu sur les troubles psychologiques des articles découpés dans Le Monde que papa laissait traîner et je vis en Sophie le profil d'une narcissique naissante, gâtée par l'amour inconditionnel de nos parents. Leur faute à eux aussi, papa, absent, compensé par des cadeaux, maman, protectrice, ignorait les signes. Un après-midi d'avril, sous une pluie fine qui rendait les pavés glissants, Lucas et moi suivîmes Sophie jusqu'à la boutique de jouets rue Saint-Jean. Elle acheta un petit mortier pour piler des herbes, dit-elle au vendeur, mais nous savions. Nous la vîmes, cachée derrière un étal de fromage, testée sur une pomme, un craquement sec, et des fragments blancs. Du verre, murmura Lucas, blême. Je pris une photo, floue mais incriminante. Ce soir, je la glissai sous la porte du bureau de papa, anonyme, votre fille prépare le mal. La tempête éclata le lendemain. Papa, les traits tirés, confronta Sophie, explique-moi ça, ma chérie. Cette photo. Elle nia, sanglota, accusa un complot au moi, bien sûr. Maman, déchirée, prit son parti, c'est Claire qui manipule tout. Elle est jalouse depuis la naissance de Sophie. Les mots me transpercèrent comme des éclats, mais je restai calme. Papa, souviens-toi de mon bain. Et de l'aiguille. Ce n'est pas moi. Pour la première fois, il hésita, son regard passant de l'une à l'autre comme un pendule. Le doute s'installa, corrosif.
Sophie devint irritable, cassant des objets pour de vrai, et maman la grondait mollement. Papa emporta le mortier à son cabinet, prétextant une analyse. Mais je ne m'arrêtais pas là. Mon prochain coup viserait le cœur, l'amour filial. Lors d'une sortie familiale à la fête des Lumières, ces illuminations magiques qui transfigurent Lyon en conte de fées, je perdis Sophie dans la foule. Pas longtemps, juste assez pour qu'elle panique, hurle mon nom en pleurs. Quand je la retrouvai, tremblante contre un mur de la basilique Fourvière, maman me serra contre elle, « Ma Claire, tu es un ange. » Sophie, blême, me haït d'un regard qui promettait la guerre. La guerre vint en mai, avec une chaleur étouffante qui collait les chemises à la peau. Sophie, furieuse, versa enfin du verre dans mon yaourt, le premier vrai empoisonnement. Je le sentis, le grésillement sur la langue, le sang dans la gorge. Au lieu de hurler, je toussai discrètement, recrachai dans ma serviette, et feignis un mal de ventre banal. Je vais bien, dis-je à maman, mais plus tard, chez le médecin de famille, le docteur. Laurent, je montrai la serviette tachée. Regardez, docteur. Du verre. Il examina, fronça les sourcils, c'est grave, Claire. Il faut en parler à tes parents. Le docteur. Laurent, un homme trapu aux lunettes cerclées d'or, appela papa au cabinet. Ce soir-là, la maison trembla d'une dispute que je n'espionnais pas, j'étais au lit, malade mais j'entendis les éclats, comment as-tu pu laisser ça arriver, Marc? Notre fille se fait du mal. Maman hurlait, papa bafouillait, et Sophie, dans sa chambre, sanglotait bruyamment. Le lendemain, ils l'emmenèrent chez un psychologue, une femme sévère nommée Madame Duval, spécialisée en troubles infantiles. Observation, dit papa. Mais Sophie revint plus rusée, me glissant des regards venimeux dans les couloirs de la maison. Je contre-attaquai avec Lucas. Nous fabriquâmes une preuve, une lettre de Sophie adressée à une amie imaginaire, confessant sa haine. J'en ai marre de Claire. Je veux qu'elle disparaisse. Nous la découvrîmes dans son cartable, taché d'encre pour l'authenticité. Papa la lut, le visage de Pierre. Sophie, c'est vrai? Elle nia, mais le mal était fait. Maman, les yeux rougis, commença à dormir dans ma chambre, pour te protéger, ma chérie. Sophie était isolée, et je savourais chaque instant. Pourtant, la culpabilité me rongeait parfois, cette voix d'adulte en moi, éduquée par des années de thérapie avortée, murmurait « Es-tu meilleur qu'eux ?» Mais non. Il m'avait laissé mourir, 47 fois. La revanche n'était pas vengeance, c'était justice poétique, à la française, lente, sophistiquée, impitoyable. L'été arriva, avec ses vacances à la mer, à Cassis, chez les grands-parents. Là, sur les calanques turquoises, sous le soleil impitoyable de Provence, le drame culmina. Sophie, frustrée par l'attention que je recevais des anciens, tenta le grand coup, du verre pilé dans ma salade niçoise. Je le vis briller, et au lieu de manger, je renversai l'assiette accidentellement sur tonton Bernard. Un éclat lui entailla le poignet, du sang sur la nappe provençale. Nom de Dieu, jura Théil, et le psychologue familial, invité pour surveiller, nota tout. Sophie fut renvoyée à Lyon avec une baby-sitter, pour réfléchir. Seul avec papa dans la voiture du retour, il murmura « Je suis désolé, Claire. J'aurais dû te croire plus tôt. » Les larmes coulèrent les siennes, pas les miennes. J'avais gagné la première bataille, mais la guerre ne faisait que commencer. Sophie mijotait, et je sentais le twist approcher, un secret plus sombre, enfoui dans le passé familial, que ma renaissance m'avait permis d'entrevoir en flash, un avortement caché, une sœur aînée disparue? Non, plus sinistre, papa n'était pas mon père biologique. Automne 1996. Les feuilles jaunissaient sur les pentes de la Croix-Rousse, et Lyon s'enroulait dans une brume qui masquait les trahisons comme un voile de deuil. Sophie était revenue de son exil punitif, changée, plus silencieuse, plus observatrice, ses yeux verts scrutant les miens comme un chat guette une souris. Le psychologue, Madame Duval, avait diagnostiqué un trouble oppositionnel, et maman l'emmenait en séances hebdomadaires, payant de sa poche les consultations rue des Capucins. Papa, rongé par la culpabilité, me comblait, un nouveau vélo, des leçons de piano, des sorties au cinéma pâté pour voir Le Cinquième élément, où Bruce Willis explosait tout en français dub. Mais sous ces apparences, la tension grésillait comme un câble haute tension. J'avais 10 ans maintenant, et mon corps d'enfant abritait une amusée par la mort. Les nuits, je revivais l'autopsie en rêve, le chirurgien, un certain docteur Moreau, ironie du sort, homonyme comptant les éclats, murmurant en 47.
C'est inhumain. Et mes parents, dehors, signant les papiers, protégeant Sophie. Elle est si jeune, avait dit maman. Claire exagère toujours. Maintenant, je retournais le couteau, chaque compliment que je recevais était une épine pour Sophie. Lors d'un dîner chez les voisins, je récitais un poème de Verlaine appris à l'école, et papa rayonna, « Ma Claire, tu es un prodige ». Sophie renversa son verre par accident, inondant ma jupe, mais cette fois, maman la gronda, « Assez, Sophie. Contrôle-toi ». Le doute familial était une fissure qui s'élargissait. Papa commença à fouiller sa chambre, il trouva des journaux intimes codés, des dessins macabres de poupées décapitées étiquetées Claire. « Qu'est-ce que c'est que ça » tonna-t-il un soir, agitant les pages jaunies. Sophie hurla, « C'est pas moi. C'est elle qui les a fait pour me faire accuser. » Maman, au milieu, pleurait, « Mes filles, arrêtez. Vous me tuez. » Mais je restais stoïque, citant Madame Duval, le psychologue dit que c'est de la projection, papa. Sophie projette sa colère sur moi. Le mot projection a appris dans un livre de psycho emprunté à la bibliothèque sonna comme une sentence. Pourtant, Sophie n'était pas vaincue. Elle contre-attaqua subtilement, des murmures à l'oreille de maman pendant mes absences, des éclairs m'a frappé fin avec des bleus auto-infligés des coups contre le mur, que Lucas et moi photographiâmes en secret. La police fut appelée une fois, quand elle apparut avec une lèvre fendue, ma sœur m'a poussé dans l'escalier. Papa, horrifié, me séquestra dans ma chambre pendant 2 jours, avec pain et eau. Prouve ton innocence, Claire, dit-il, voix brisée. Je pleurais aux des larmes vraies, cette fois où est glissée sous la porte une note, vérifiez les escaliers. Il y a du sang sur le mur du couloir, pas de l'escalier. Il trouva la tache, analysa, c'était du ketchup, son propre condiment de la veille. La révélation le frappa comme un coup de boutoir. Sophie, comment as-tu pu, murmura-t-il, et pour la première fois, elle craqua, pas de larmes, mais un rire froid, adulte avant l'âge. Parce qu'elle prend tout. Papa, tu l'aimes plus que moi. Le secret jaillit alors, comme un geyser, Sophie avait surpris une conversation des années avant, papa avouant à maman qu'il n'était pas mon père biologique. Claire est de ton amant d'université, avait-il dit, et maman avait ri, oublie, c'est du passé. Mais Sophie, à 4 ans, avait tout entendu, et la jalousie était née là, un cancer familial. Ce twist me sidéra même moi dans ma vie précédente, je l'ignorais, mourant sans savoir que mon père m'avait élevé par devoir, pas par sang. Mais maintenant, arme en main, je l'utilisais. Lors d'une séance familiale avec Madame Duval, je confessais, je sais pour l'amant de maman. C'est pour ça que Sophie me hait. Le silence fut assourdissant. Maman blêmit, papa serra les poings, et Sophie hurla, menteuse. C'est toi la bâtarde. Madame Duval nota frénétiquement, recommandant une thérapie intensive, peut-être une séparation. La maison devint un champ de mines. Maman, brisée, commença à boire du vin de table, qu'elle cachait dans des tasses de thé. Papa travailla plus, évitant les regards. Sophie fut envoyée en internat à Annecy, pour son bien, mais elle jura vengeance dans un mot glissé sous ma porte, je te tuerai, Claire. Pour de vrai. Je ris, mais intérieurement, la peur revint, à 30 ans d'expérience, je savais que les sociopathes apprennent vite. Mon alliance avec Lucas s'approfondit. Son père, inspecteur à la PJ de Lyon, nous interrogea vaguement sur les incidents familiaux. Je jouais l'innocente, juste des disputes de sœurs, monsieur. Mais je plantais des graines, Sophie collectionne des articles sur les poisons. Il haussa un sourcil, nota. Bientôt, des rumeurs circulèrent dans le quartier, les Moreau avaient des problèmes, la petite était dérangée. Maman, entendant les commérages au marché, s'effondra en larmes chez le boucher. Pour Noël cette année, pas de fête des Lumières. Nous restâmes cloîtrés, un sapin maigre dans le salon. Sophie n'était pas là, mais son fantôme planait. Papa m'offrit un pendentif en or, gravé à ma vraie fille, et je le portais comme un talisman. Mais la nuit de Noël, un appel, l'internat signalait Sophie fugueuse. Papa partit la chercher, revenant au lever du jour avec elle, à garde, murmurant des excuses. Je suis désolé, papa. C'est Claire qui m'a poussé à fuguer. Le mensonge était faible, et il ne mordit pas à l'hameçon. L'hiver passa en trêve fragile. Je excellais à l'école, gagnai un concours de nouvelles une histoire sur une sœur vengeresse, ironie du sort et fut publié dans le journal local. Sophie, de retour, fut sous surveillance, pas de cuisine seule, pas d'objet pointu.
Mais elle mijotait. Un jour de février, glacé, je trouvais du verre dans mes chaussures de sport. Je ne marchais pas, j'appelais Lucas. Ensemble, nous tendîmes un piège, je portais les chaussures oubliées dans le salon, et quand Sophie entra, feignant l'innocence, je trébuchai accidentellement, les semelles raclant son pied nu. Du sang, un cri, et maman hurlant, assez. J'appelle la police. Les flics vinrent, notèrent, partirent sans arrestation à affaire familiale. Mais le docteur Laurent, alerté, prescrivit des examens, une endoscopie pour moi, révélant des micro-lésions anciennes. Ça fait des mois, dit-il à papa. La culpabilité le terrassa, il confessa tout à maman, l'adultère passé, la paternité douteuse. Claire est à moi par le cœur, jura-t-il. Maman, ivre de vin et de rage, gifla Sophie, la première violence physique. Sophie riposta par le silence, un mur impénétrable. Mais je vis la faille, sa solitude. Elle commença à me chercher, à quémander des câlins nocturnes. J'ai peur, Claire. Raconte-moi une histoire. Je le fis, des contes sombres de Perrault revisités, la belle au bois dormant qui se réveille pour étrangler le prince. Elle s'endormait, mais je veillais, caressant ses cheveux comme une mère démoniaque. Le printemps revint, avec des violettes sur les collines. Papa annonça un déménagement, pour recommencer, à Paris. Un nouveau départ. Mais je refusai intérieurement. Paris, où j'avais agonisé dans l'hôpital. Non. Ma vengeance culminerait à Lyon, ma ville natale, imprégnée de mon sang fantôme. Et le twist familial? J'en fis une arme, je confrontai maman seule, dans la cuisine. L'amant, c'était qui? Elle pleura, un professeur. Oublie, Claire. Mais je n'oubliais pas, j'utilisai le nom Étienne Roux pour fouiller les archives au tribunal, avec l'aide de Lucas Senior, corrompu par une faveur enfantine. Roux était mort, suicide après un scandale. Mais il avait laissé une lettre à ma fille Claire, si elle survit. Papa l'avait su, caché. Le secret s'effondra lors d'un dîner tendu, je lus la lettre à voix haute, tirée de mes recherches. Tu m'as menti, papa. Tous. Sophie rit, hystérique, on est pareil, Claire. Des monstres. La famille implosa. Maman fit une tentative de suicide, pilules avalées avec du vin. À l'hôpital, le docteur Laurent sauva, mais prescrivit, séparation immédiate. Sophie fut placée en foyer, moi chez tonton Bernard. Papa s'effondra en dépression, vendant le cabinet. Et moi? Libre, enfin, pour le coup final. Mais la tension montait, Sophie s'évada du foyer, laissant un message, « Je viens pour toi, sœur. » Été 1997. Paris m'attendait non comme une amante, mais comme un bourreau masqué, mais non, tonton Bernard m'avait emmené à Lyon même, dans son appartement modeste du Vieux-Lyon, avec vue sur la Saône coulant comme un serpent d'argent. J'avais 11 ans, mais mon esprit tramait des toiles d'araignée plus sombres que les traboules environnantes. Sophie, en fuite, était traquée par la police, avis de recherche dans Le Progrès, portrait robot de sa frimousse angélique. Maman, sortie de l'hôpital, vivait recluse chez une sœur à Villeurbanne, papa en thérapie, avouant ses négligences dans des lettres que je brûlais sans lire. La famille Moreau n'était plus qu'un fantôme, et j'étais le poltergeist. Tonton Bernard, avec sa pipe et ses histoires de flics, devint mon mentor involontaire. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid, gamine, me dit-il un soir, devant un pastis. Il ignorait que je le mangeais déjà, depuis des mois. Je l'utilisais pour accéder au dossier, les rapports sur Sophie, c'est l'incident à l'internat, un feu allumé dans une chambre, un chat empoisonné. Cette gosse est dangereuse, marmonna-t-il. Oui, et je l'étais plus. Lucas, maintenant à l'école avec moi, grandissait en allié fidèle. Nous formions un duo improbable, l'orphelin de père, le sien muté à Marseille, le revenant. Ensemble, nous pistions les rumeurs, Sophie vue à Grenoble, mendiant dans les gares. Je lui envoyais un cadeau anonyme, un collier de perles du verre pilé, bien sûr, avec une note, porte-le pour moi, sœur. Elle le reçut au foyer, hurla, et fut sedatée. La presse locale titra, enfant prodige devenu fugitive, drame familial lyonnais. Mais mon cœur ou ce qu'il en restait le saignait parfois. Dans les nuits chaudes, bercé par le bruit des guinguettes sur les quais, je revivais non la mort, mais l'enfance volée, les rires avant Sophie, quand j'étais l'unique, choyé.
La trahison n'était pas seulement la sienne, c'était l'indifférence parentale, le voile social sur les dysfonctionnements bourgeois. En France, on étouffe les scandales sous des convenances, c'est privé, laissez-les régler. Mais je refusais le silence. Le coup suivant fut controversé, même pour mon âme damnée. J'infiltrai le foyer de Sophie déguisée en visiteuse, avec un faux papier fabriqué par Lucas. Le lieu puait la désinfection et le désespoir, des gamins aux yeux creux jouant aux billes. Sophie, amaigrie, cheveux coupés courts, me vit et se figea, toi. Je m'approchai, feignant la compassion, je suis venu t'aider, petite sœur. Elle cracha, mentuse. Tu veux me finir. Nous parlâmes des heures, dans un parloir gris, et je la brisai, papa n'est pas le tien non plus. Maman a avorté avant toi, tu sais? Un frère. Mensonge? Peut-être, mais semé pour la faire douter. Elle craqua, confessa à l'éducatrice, j'ai mis du verre dans sa nourriture. Des années. La nouvelle explosa, arrestation pour tentative de meurtre, audience au tribunal pour mineurs. Maman témoigna, voix brisée, c'est ma faute. J'ai favorisé Sophie pour oublier mon passé. Papa, présent, admis, j'ai ignoré les signes. Et moi, la victime ressuscitée, déclaré, je lui pardonne. Mais pas l'oubli. Le juge, un homme ridé aux lunettes pincées, ordonna un internat sécurisé à Paris, avec thérapie. Controversé? Oui, car j'avais manipulé, les preuves plantées, les mensonges murmurés. Certains voisins chuchotaient, la grande sœur est vicieuse, elle l'a poussée à bout. Mais je m'en moquais. La presse, friande de drame, titra « Sœurs empoisonneuses, le poison de l'amour filial ». Des émissions à la télé, c'est mon choix ou sur France 2, débattirent, maltraitance ou jalousie maladive. Je regardais, caché, riant de l'ironie. Sophie fut transférée, mais le twist familial ressurgit, une lettre de l'amant mort, authentique cette fois, trouvée dans les affaires de maman. Claire est ma fille. Protège-la, ou je révèle tout. Papa l'avait su dès ma naissance, élevé en silence. Confronté, il s'effondra, je t'aime comme la mienne, Claire. Mais Sophie. Elle a entendu, et ça l'a brisé. La révélation me gifla, ma vengeance n'était pas pure, j'étais bâtarde, et Sophie, victime collatérale d'un adultère. Pourtant, je persistais. Automne, rentrée au lycée au nom, école primaire encore, mais j'accélérais. J'entrais en contact avec des associations, Enfance et Partage, pour les victimes de maltraitance. Je devins leur petite mascotte, interviewé anonymement, mon histoire pour aider les autres. Les dons affluèrent, et maman, ruinée, accepta mon aide financière ironie, mais cachait de témoins. Sophie, en internat, m'écrivit, tu as gagné. Mais je reviens. La tension culmina à Pâques 1998. Papa organisa une réconciliation, visite supervisée au centre pénitentiaire pour mineurs, près de Roanne. La route sinueuse, sous une pluie battante, me rappela les trajets hospitaliers passés. Sophie, en uniforme gris, me dévisagea à travers la vitre, « Pourquoi tu fais ça, Claire? Tu aurais pu mourir en paix. » Ces mots me glacèrent, comment savait-elle pour ma mort? Un flash, dans ma vie précédente, elle avait lu mon journal post-mortem, rit. Je sais tout, dit-elle. Tombe accident au final. J'ai compté les éclats moi-même, après. Le choc, elle avait planifié ma fin, adulte, à 30 ans. Pas enfantine jalousie, mais haine calculée, aidée par des complices? Non, twist, elle avait volé des sédatifs à maman, les mélangeant au verre pour l'hémorragie finale. Pour qu'on soit égal, murmura-t-elle. Je hurlai intérieurement, mais extérieurement, je souris, alors, on finit ça. De retour à Lyon, je décidai le coup fatal, non meurtre, mais ruine morale. Avec Lucas et Tonton, nous forgeons un dossier, témoignages, photos, analyse toxicologique rétroactive sur mes vieux dossiers médicaux. Présenté au procureur, il rouvrit l'enquête sur mes accidents passés. Sophie fut accusée formellement, multiples tentatives d'empoisonnement. L'audience, en juin, fut un cirque, flash des photographes, pleurs de maman, silence de papa. Sophie, menottée, cria, c'est elle la revenante. Elle sait des choses impossibles. Le juge haussa un sourcil, mais classa comme délire. Controversé, j'avais falsifié une analyse, exagéré un éclat. Les médias déchirèrent, victimisation inversée?
Mais la sentence tomba, internat jusqu'à majorité, sous surveillance psychiatrique. Sophie fut emmenée, hurlant malédiction. Maman s'effondra, internée pour alcoolisme. Papa divorça, me légua tout, la maison, l'héritage. À 12 ans, j'étais riche, orpheline de famille, mais victorieuse. Pourtant, la tension ne retomba pas. Une nuit d'août, un appel anonyme, je sais pour ta renaissance, Claire. Sophie t'a vu. Avant. Qui? Un infirmier de l'hôpital? Le docteur Moreau, homonyme, qui avait suspecté le meurtre? Le doute s'insinua, et si Sophie n'était pas seule? Hiver 1998 à 1999. Lyon sous la neige, un manteau blanc qui étouffait les cris de la ville comme un linceul. J'avais 12 ans, mais portais le poids de 2 vies, l'une brisée par le verre, l'autre forgée dans la revanche. La maison des Moreau, vide désormais, résonnait d'échos le rire fantôme de maman, les pas lourds de papa partis pour Nice, fuyant les scandales. Tonton Bernard m'hébergeait toujours, sa pipe comme un phare dans la nuit, mais même lui sentait le malaise, finissant, Claire. Cette haine te bouffe. Ignorait-il que la haine était mon oxygène? Sophie purgeait sa peine à Paris, en institution fermée, mais les rumeurs filtraient, automutilation, tentative de fuite. Elle écrivait des lettres censurées, tu as volé ma vie, sœur. Mais je reprends la tienne. Je les brûlais, mais une me glaça, le docteur Moreau sait. Il a vu ton autopsie. Tu n'es pas revenu, tu es un démon. Le homonyme mon bourreau chirurgical vivait à Lyon même, un retraité reclus dans le 6e arrondissement. Était-ce lui, le complice? Dans ma vie précédente, il avait suspecté le meurtre, mais papa l'avait payé pour taire, accident familial. Je décidai la confrontation finale, controversée jusqu'à l'os, non justice légale, mais un face-à-face illégal. Avec Lucas, devenu hacker adolescent via des modems 56K, nous traquions le docteur Moreau. Son adresse, un appartement haussmannien, rideau tiré. Une nuit de janvier, gelé, nous nous introduisîmes vitres forcées, gants de latex comme dans un polar de X-Smith. Les dossiers jaunis, le mien, marqué mort suspecte, 2025. Il avait gardé l'autopsie, noté, éclats intentionnels. Famille impliquée. Et une photo, moi, ouverte sur la table, 47 marques rouges. Mais le twist suprême, une lettre jointe, de Sophie adulte ma Sophie de 2025, avant ma mort. Docteur, aidez-moi à la finir. Elle sait trop. Elle l'avait contacté, payé pour négliger les preuves. Le docteur Moreau n'était pas innocent, il était le verrou final de leur complot. Rage me submergea, ma sœur, aidée d'un médecin corrompu, avait orchestré ma fin lente. Nous fûmes surpris où il rentra tôt, silhouette voûtée dans la porte. Qui êtes-vous, croassa-t-il. Je retirai mon masque, Claire Moreau. La morte. Ses yeux s'écarquillèrent, impossible. Vous êtes. Je brandis la lettre, complice. Vous avez compté mes éclats pour de l'argent. Il s'effondra, confessant, votre sœur m'a menacé. Son père savait. Papa? Impliqué jusqu'au bout. La décision controversée, pas police, mais chantage. Témoigner contre Sophie, ou je publie tout. Il accepta, tremblant. Le dossier alla au procureur, nouveau procès, pour Sophie et le docteur. L'audience, en mars, fut un ouragan médiatique au TF1 en direct, débats enflammés sur le grand journal. Sophie, 15 ans maintenant, hurla depuis sa cage, elle est possédée. Elle est revenue du mort. Le juge, imperturbable, ajouta des charges, conspiration. Sentence, détention prolongée, jusqu'à 21 ans. Maman, sortie de clinique, se suicida 2 jours après, pilule et vin, un accident final. Son mot, pardonnez-moi, mes monstres. Papa, alerté, revint pour l'enterrement une messe discrète à la primatiale, puis sur les vitraux. Il me serra, c'est fini, Claire? Non. Lors de la veillée, il avoua, j'ai su pour le verre. Sophie me l'a dit, enfant. J'ai couvert pour protéger la famille. La trahison ultime, il avait choisi le sang le sien, pas le mien. Le coup de grâce, je le confrontais seul, dans la maison vide. Pourquoi? Il pleura, la honte. L'adultère, le scandale. Je ne le tuais pas trop facile. Au lieu, je révélais tout à la presse, interview exclusive à Paris Match,
le secret des Moreau, père complice d'empoisonneuse. Ruine totale, cabinet saisi, divorce forcé, suicide raté où il finit en maison de repos, ombre de lui-même. Été 1999. Lyon renaissait, bouchon sur le pont de la Guillotière, terrasse bondée. Moi, 13 ans, j'entrais au collège, bourse d'excellence grâce à mon histoire victimisée. Lucas et moi, inséparables, rêvions d'avenir, lui flic, moi avocate pour les invisibles. Sophie? Emprisonnée, brisée, écrivant des romans graphiques sur une sœur fantôme. Le docteur Moreau, radié, vivait dans l'anonymat. Cathétuc. Pas heureux, pas tragique, cathartique, à la française, ambigu, nuancé. J'avais vengé ma mort, mais perdu une famille. Dans le parc de la Tête d'Or, sous les cerisiers, je jetai mon carnet, page noircie de haine. Adieu, fantôme, murmurai-je. Mais au fond, je savais, la renaissance n'efface pas les cicatrices. 47 éclats, gravés dans l'âme. Pourtant, un dernier hook, une lettre de Sophie, finale, je t'attends de l'autre côté, Claire. Prochain round. Le cycle, éternel. Ou pas. Je la brûlai, et marchai vers le soleil couchant sur la Saône, libre enfin.